Bonsoir à tous. Je vois à l'assistance nombreuse que nous sommes tous heureux de retrouver le docteur Alain Raisonnier, qui nous avait fait à l'automne 2011 une si remarquable conférence sur le cabaret du Père Lunette, dont la mémoire s'est perpétuée dans le quartier. Alors, Alain Raisonnier continue à travailler sur des sujets divers. Il a fait à la Société de l'Histoire de Paris une conférence importante sur Antoine Vivenel, le maître d'œuvre de l'hôtel de ville de Paris, du premier hôtel de ville. Et il est reconstruit au 19e, je veux dire. Et puis, il nous apporte ce soir une étude sur le quartier Saint-Jacques, tirée de l'œuvre d'Émile Viriot, qu'il connaît particulièrement bien, et donc je vais lui laisser la parole sur ce sujet. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants de venir à nouveau nous parler du quartier et de son passé. Merci beaucoup. C'est toujours très agréable de venir dans votre société parce que c'est un endroit où on rencontre des gens qui aiment Paris. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de quelqu'un qui aimait Paris, presque d'une passion presque enfantine. Il aimait Paris, c'était sa ville, et par conséquent, il est attachant pour ça. Et puis, Émile Viriot présente aussi un autre intérêt pour ici, c'est que c'est un ancien membre de la Montagne Sainte-Geneviève, qu'il y est resté inscrit jusqu'à sa mort, et qu'il est venu à des conférences ici, et il a suivi des visites avec la Montagne Sainte-Geneviève. Enfin, c'était un membre actif. Et puis, il était très ami avec d'autres membres dont on va parler tout à l'heure. Il a laissé en plus un très gros ouvrage dont vous avez 2 exemplaires là-bas sur la table, de plus de 600 pages, dans lequel il a réuni tous ses souvenirs du quartier qui entoure la rue Saint-Jacques, depuis le Petit Pont jusqu'aux fortifications de Paris. C'est-à-dire un ensemble de renseignements sur le 5e, 6e, 13e et 14e arrondissement qui est unique. Ce livre a été fini en 1929 et par conséquent il contient énormément de souvenirs anciens. Il est accompagné de très nombreuses photos, beaucoup ont été prises par Émile Viriot lui-même, et ces photos sont évidemment des documents historiques maintenant. En plus de ça, je vais essayer, pour en faire une conférence, de choisir des exemples, d'abord pour vous raconter sa vie, et ensuite pour vous parler de son livre, et en choisissant de préférence des exemples qui n'existent plus, ou que vous ne pouvez plus voir, de façon à ce que les photos soient plus intéressantes pour vous. Bien entendu, il n'est pas question de vous donner une idée de tout le livre, tellement il y a de documentation à l'intérieur. Émile Viriot était le descendant d'une famille lorraine. Et cette famille Viriot, c'est pour ça qu'on prononce le W avec un V, donc Viriot. Il a une documentation généalogique qui remonte au XVIIe siècle, ce qui n'est déjà pas si mal, mais il prétendait, et c'est ça qui est intéressant, être descendant d'un personnage tout à fait intéressant qui s'appelle Viriot-Copperet. Ce Viriot-Copperet, à la fin du XVIe siècle, était maître échevin de la ville de Metz. Et en tant que maître échevin, il participait bien entendu à la vie municipale et à toutes les activités politiques qui entouraient la ville de Metz à cette époque. Metz a été une république jusqu'à 1552,
quand Henri II est arrivé avec son armée et a conquis la ville, ainsi que les 3 évêchés dont on a parlé pendant longtemps. Et pendant 40 ans environ, il y a eu des agitations perpétuelles pour les indépendantistes qui voulaient récupérer, bien entendu, les droits de la ville. Pourtant, le roi de France avait laissé tous les privilèges de la ville intacts. Enfin bref, en 1601, l'échevin de Metz, Viriot, a été accusé d'avoir comploté avec un certain nombre de gens pour arracher la ville de Metz au royaume de France et à l'obédience du roi. Donc il est venu à Paris pour se justifier avec son fils, et ils sont allés voir le roi, ils ont fait une supplique, et le Parlement a fini par admettre qu'effectivement ils étaient totalement innocents de tout complot et qu'ils avaient une fidélité à la royauté française qui était irréprochable. Une fois blanchi, 10 jours après, encore à Paris, Viriot-Copperet est mort. Du coup, il a été enterré au Célestin, dans la chapelle de Gesvres, et dans cette église des Célestins, on avait fait une pierre tombale, et on avait même mis une plaque pour raconter sa vie en marbre sur le mur. Tout ça a disparu à l'occasion de la Révolution, ainsi que l'église des Célestins. Mais il reste dans les archives des Célestins un document qui est très très rare à Paris. C'est un acte de décès que vous avez sous les yeux et qui dit que le noble Viriot-Copperet, seigneur de Thury, les Metz, citoyen de Metz, décédé à Paris le 28 septembre, dont le corps repose dans cette église, celle des Célestins bien sûr, sous une pierre tombale devant l'autel des 10 000 martyrs. Et sur cette pierre tombale sont écrits ces 2 vers. Per varios casus, per bella cruenta, per ignem, promissam Christi tendimus in requiem. Ce qui veut dire, à travers les calamités diverses, au travers des massacres des guerres, au travers des flammes, nous marchons vers le repos annoncé par le Christ. Bien entendu, la pierre tombale a disparu et ces vers n'existent plus que dans ce document très rare, parce que comme tout l'état civil de Paris a brûlé en 1871, trouver un acte de décès de 1601 est quelque chose que je considère comme exceptionnel. Émile Viriot est né d'un couple de parents, Charles Viriot, qui était lorrain, de Pont-à-Mousson à l'origine, et fabricant de poterie, vous allez voir, et Laure Reville. La famille Reville était une très ancienne famille parisienne de marchands merciers venus s'établir à Paris, rue Quincampoix, au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle. Charles Viriot, donc le père d'Émile, a fait son service militaire en Algérie de 1836 à 1843. Le service militaire durait 7 ans à cette époque. Et pendant 7 ans en Algérie, il n'a pas tellement fait la guerre, mais il a occupé l'Algérie. Et il se trouvait dans une région où il y avait des potiers. Et donc il a vu les potiers algériens travailler et fabriquer des pots. Et il s'est intéressé à cette technique qui lui a semblé quelque chose d'utile. Donc quand il est rentré de son service militaire à Paris, il est entré chez M. Follet, fabricant de poterie, à Paris, dans la rue des Charbonniers, qui est maintenant la rue Berthollet. La maison Follet, c'était au coin de la rue Berthollet et du boulevard de Port-Royal, maintenant, juste à côté du Val-de-Grâce. Et ce monsieur Follet avait une nouvelle conception de la fabrication des pots de fleurs. Vous savez, les pots simples, tout rouges, là, comme on a dans tous les jardins. Et à l'occasion de l'exposition de 1844, il a présenté des pots de fleurs un petit peu nouveaux. Et le jury a fait de lui cette remarque. Monsieur Follet a donné à la poterie de jardinage une élégance de forme, une richesse d'ornementation qui ont procuré à cette poterie, reléguée dans les jardins, une grande extension commerciale en l'introduisant dans les appartements et jusque dans les salons.
Ces perfectionnements dans les formes, les ornements et les pâtes ont décuplé le nombre des acquéreurs de cette poterie. Après une formation comme ça, Charles s'est mis à son compte et il a acheté un terrain à Montrouge à l'époque, mais dans Paris 14e maintenant, au 13 boulevard de la Santé, qui est actuellement le 27-29 boulevard Saint-Jacques. Et il a acheté ce terrain en 1846 et il a aussitôt construit une poterie dont vous avez une image ici, bien que la photo date de 1881 ou après 1881, mais vous voyez que c'est le bâtiment bas qui est à droite. C'est une maison à un étage avec 6 fenêtres sur la rue, une grande porte cochère. Et derrière, vous devinez un grand atelier et une cheminée, la cheminée étant celle des fours nécessaires pour faire cuire les pots. Sur cette maison, il y a écrit « Fabrique de poterie, Viriot, horticulture et bâtiments et grès ». C'est-à-dire qu'il fabriquait aussi des briques et il fabriquait aussi des carreaux de grès pour couvrir le sol. Il y a une publicité que vous voyez en bas à gauche dans le Bottin de 1848. Fabrique de poterie, de jardinage et de bâtiments, poterie de fantaisie, briques, carreaux, grès de Picardie. Le fils dont je vais vous parler aujourd'hui, Étienne Émile Viriot, il s'est toujours fait appeler Émile, est né le 21 septembre 1849 au 27 boulevard Saint-Jacques, alors à Montrouge, dans la Seine. Et il a été baptisé aussitôt à la chapelle provisoire de la paroisse Saint-Pierre de Montrouge. L'église Saint-Pierre de Montrouge n'a été construite que de 1863 à 72. Donc en 1949, ils étaient encore dans la chapelle provisoire. Et la famille s'est agrandie, il est né encore 2 petites sœurs. Et en 1857, une catastrophe leur tombe dessus, la première. En ouvrant la porte d'un de ses fours, Charles Viriot, le père, a reçu dans la figure un retour de flamme. Sa figure a été brûlée, ses yeux ont été brûlés, et il est mort la nuit suivante à 3 heures du matin, laissant sa femme seule avec 3 enfants en bas âge. Émile Viriot avait 8 ans, sa maman était ambitieuse, pour lui en tout cas, et elle a gardé la poterie avec l'aide d'un contremaître, M. Lévesque, qui l'a beaucoup aidé à ça, et elle a éduqué ses enfants. Et elle a envoyé Émile Viriot à l'école. Il est d'abord allé à l'école Leroy. L'école Leroy se trouvait au fond de ce qu'on appelle l'impasse Longue-Avoine, que vous voyez en haut à gauche sur cette image. L'impasse Longue-Avoine, maintenant, on ne le voit plus parce qu'il est au croisement de la rue du Faubourg Saint-Jacques et du boulevard Arago, et qu'en perçant le boulevard Arago en 1864, on a détruit toute cette impasse et les maisons qui étaient autour. Donc la dernière maison au fond à droite, c'était la petite école, ou l'école primaire, si vous voulez, où Émile Viriot a commencé son... Et il raconte dans son bouquin que le souvenir marquant qu'il a gardé de cette école, ce sont les quinquets qui permettaient d'éclairer la classe. Car malheureusement, les enfants n'avaient pas le droit à l'électricité à cette époque, et donc ils étaient éclairés avec ces espèces de lampes à huile dont le réservoir se trouvait au-dessus de la flamme. C'est ce qu'on appelle un quinquet. Et ça avait été inventé à cette époque-là, alors que les lampes à pétrole qu'on a tout mieux connues n'ont été inventées qu'en 1853. Donc à cette époque-là, sur la table des écoliers, il y avait un quinquet pour les éclairer. Ça l'a beaucoup frappé, au point qu'il en parle dans son livre. Ensuite, pour l'école secondaire, sa maman l'a envoyé au château Ternaux à Auteuil. La famille Ternaux était une famille de tisserands parisiens et qui sont beaucoup enrichis dans la filature, et ils ont construit à Auteuil un superbe château à côté de l'église. Et lors de la mort de M. Ternaux en 1830, ils ont transformé par testament cette maison en une école,
Et l'école du château Ternaux à l'époque a, dans la suite, pris le nom de Jean-Baptiste Say. C'est actuellement le centre du lycée Jean-Baptiste Say. Mais à l'époque, c'était une modeste pension, très bien. Et c'est là que Émile Viriot a eu ses classes secondaires, son baccalauréat, qui lui a permis ensuite d'entrer en 1867 à l'école centrale. L'école centrale, à l'époque, était située dans l'hôtel de Juigné, qu'on appelle encore l'hôtel Salé, et qui contient actuellement le musée Picasso. C'est là que se tenait l'école centrale, et il y est resté quelques années pour sortir. Il a suivi la section métallurgie de l'école centrale, et il est sorti en 1872, à l'âge de 23 ans, avec le titre d'ingénieur des arts et manufactures. Il était, en tant qu'élève de grande école, exempté de service militaire. Et par conséquent, il n'a pas suivi la guerre avec la Prusse en 1870. Il était encore à l'école. Mais en 1871, il y a eu la Commune. Il habitait Paris. Il habitait en particulier rue Humboldt. Cette rue Humboldt, je l'ai marquée d'une petite étoile jaune sur cette image. Et cette image représente le front des Versaillais dans Paris le 24 mai 1871. Et il raconte dans son bouquin des pages assez extraordinaires, soit par le témoignage de Maurice Meignin, soit directement des choses qu'il a vues de ses propres yeux, comme par exemple la bataille qui se tenait autour de ce qu'on appelait Notre-Dame de Nazareth, qui était une espèce d'asile pour les pauvres, à côté de la nouvelle église Notre-Dame-des-Champs. Et là, il y a eu une bataille extrêmement dure à l'arme blanche entre les communards et les Versaillais. En même temps, ce même jour, le matin, la poudrière du Luxembourg a explosé, formidable explosion qui a détruit toutes les vitres d'une bonne partie de la rive gauche et qui a été pour le jeune Émile Viriot un choc parce qu'il ne s'attendait pas du tout à une explosion de ce genre. Et ensuite, de sa fenêtre, rue Humboldt, aujourd'hui la rue Humboldt s'appelle la rue Jean Dolent, c'est à côté de la prison de la Santé. Et de sa fenêtre, il a assisté aux échanges de tirs entre les Versaillais, qui à cette heure-là tenaient le clocher de la nouvelle église Saint-Pierre de Montrouge, place Saint-Pierre, vous voyez en bas, et également la barrière d'Enfer, c'est-à-dire la place d'Enfer-Rochereau actuelle. En face, les fédérés de Wroblewski tenaient la butte aux cailles, c'est-à-dire les environs de la place d'Italie, si vous voulez, et la place d'Italie elle-même. Et toute la journée du 24 mai 1871, ils se sont battus à coups de canon, les coups de canon passant au-dessus du boulevard Saint-Jacques et du boulevard d'Italie, aujourd'hui boulevard Auguste Blanqui. Ça l'a beaucoup marqué, évidemment, d'autant plus qu'il a su par la suite la façon horrible dont ces journées se sont terminées à Ménilmontant. Passé cette date, Émile Viriot, bien entendu, bien que sorti de Centrale, avait un devoir, c'était de reprendre à sa mère la charge de la poterie. Sa mère tenait la direction depuis 15 ans. Et Émile s'est mis à prendre progressivement la tête de l'entreprise. Durant cette période, il y a une phase importante dont on va reparler après, c'est qu'il s'est marié à ce moment-là et qu'il a épousé Laure Dubois, dont on reparlera tout à l'heure, et son mariage faisait partie de son établissement, et en même temps qu'il recevait la poterie pour entretenir sa famille. La poterie faisait des pots pour les jardins, et sur le plan professionnel, Émile Viriot a rapidement acquis une notoriété très importante, et il va devenir progressivement le fournisseur attitré de la ville de Paris et du gouvernement en pots de fleurs, mais dont les jardins de Paris faisaient une grosse consommation. Et il a
Il s'est inscrit rapidement à la Société nationale française d'horticulture et il a participé presque tous les ans aux expositions d'horticulture pour y recueillir un nombre considérable de médailles. Les jurys ne faisaient que des compliments. Nous indiquerons particulièrement les pots dits ananas anglais ou belges, dont la forme plus élevée est plus avantageuse pour l'aspect des plantes et surtout pour la nourriture des racines profondes. Ça, c'est en 1879. 20 ans plus tard, en 1899, un pot à irrigation souterraine, système Martinetti. Ce pot, fabriqué par M. Viriot, est partagé intérieurement par un double fond. La partie inférieure sert de réservoir d'eau pour alimenter la partie supérieure où se trouve la plante. De même, il a inventé une terrine à orchidées à fond concave afin de faciliter le drainage et d'employer moins de tessons pour boucher le trou. En 1881, il emploie 12 tourneurs, un mouleur, 2 malaxeurs, 2 cuiseurs et enfourneurs, 2 charretiers, 8 à 11 aides-manœuvres, en tout 30 personnes, ayant en plus une écurie pour 2 chevaux. Et ce n'est pas tout, en 1890, il y aura 80 employés à la même poterie. C'est dire le développement de l'entreprise dans cette période de la fin du XIXe siècle. Il est souvent appelé comme expert pour juger des articles nouveaux. Il fait des critiques sévères. En 1890, une commission est nommée pour visiter les systèmes de protection des fraisiers et autres végétaux, imaginés par M. Roland. En 1892, il fait un rapport sur le pulvérisateur de M. Bénard. En 1896, un autre rapport sur les pots dits en engrais de M. Chéron. Beaucoup de ces articles existent toujours dans les jardineries actuelles. Il écrit un article dans le journal de la Société nationale d'horticulture de France en cours de l'année 1898, des poteries usuelles et de leur importance dans l'horticulture. C'est un article de 12 pages, une étude intéressante sur la qualité des pots. Pourquoi ils ont une forme conique? Parce que c'est plus facile d'enlever la plante. Pourquoi ils ont des bords plats? Pour pouvoir être empilés les uns dans les autres, etc. Et les trous pour écouler l'eau, la porosité, la capillarité, la solidité de la terre, tout est étudié. Et en plus, il fait de nombreuses citations de La Quintini et d'autres jardiniers plus modernes. Il fait également des voyages professionnels. Il accompagne son épouse ou un de ses fils et il en profite pour visiter des entreprises comme les grandes tuileries de Roumazières, près d'Angoulême, qu'il a longuement visité parce que c'est une des premières grandes entreprises de poterie industrielle de France. De 1900 à 1906, il est membre de la chambre syndicale de la céramique et de la verrerie. La poterie Viriot fait aussi des objets décoratifs en terre, dont vous avez 2 exemples ici. Elle pratique la cuisson des sculptures pour des artistes de cette période. Par exemple, Monsieur Lanzirotti est un sculpteur de cette époque qui était un grand ami du directeur du Figaro. Et le Figaro lui avait commandé pour l'entrée de la rédaction du journal au 26 rue Drouot un lion et un ours en terre que Lanzirotti a fait cuire dans les fours de M. Viriot. M. Viriot a également construit au-dessus du 6 rue d'Arrault, donc sur l'arrière de sa propriété, un certain nombre d'ateliers d'artistes qui étaient loués à des sculpteurs, et comme Gaillard, Escudero et d'autres, ces sculpteurs ayant la faculté, bien entendu, de faire cuire leur terre dans les fours de la poterie. Il va paraître aussi aux grandes expositions nationales et internationales en 1878, en 1889 et bien sûr en 1900. À chaque fois, il obtient des prix. Il reçoit une médaille d'or à l'exposition de 1900 et le président Loubet lui remet le mérite agricole
où il sera chevalier, puis plus tard officier. En même temps, il s'implique dans la vie de son quartier. Il est membre de la délégation cantonale du 14e arrondissement en 1874. Il rencontre Adolphe Lesprit, un autre membre de la Montagne Sainte-Geneviève. Adolphe Lesprit était sous-chef de bureau à la préfecture de la Seine et ça lui laissait des loisirs, semble-t-il. Et il a passé sa vie à écrire des petits articles et des petits entrefilets d'histoire dans tous les journaux locaux d'histoire. Il faisait partie de toutes les sociétés historiques du sud de la rive gauche, en tout cas, mais ça allait jusqu'au 4e arrondissement, jusqu'à Auteuil et Passy aussi. Et il faisait des petites conférences et il publiait dans les journaux de ces sociétés. Il est membre du bureau de bienfaisance, Émile Viriot. Il est administrateur de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il reçoit la médaille d'or de la prévoyance sociale. Il participe aussi à la vie municipale, du 14e arrondissement principalement. Mais il va jusqu'à la ville de Paris, rencontrer par exemple M. Jean-Charles Alphand. Jean-Charles Alphand était le successeur de M. Haussmann à la direction des travaux de la ville. Et il y va pour réclamer, parce qu'on a raccourci la ligne d'omnibus qui arrivait jusqu'à la place Saint-Jacques et qu'on l'avait raccourci au boulevard Port-Royal. Et donc il va rouspéter et il obtient de M. Alphand qu'on ramène le terminus à la place Saint-Jacques. C'était tout à fait intéressé puisqu'il habitait sur place. Il demande aussi qu'on élargisse la rue d'Arrault. Il n'a pas réussi et elle n'a jamais été réélargie depuis. Le 2 mai 1874, il a épousé Laure Dubois. Et ils ont fait leur voyage de noces en Angleterre, où Madame avait des amis d'enfance. Et ensuite, Madame s'est mise à faire des enfants et elle en a fait 12. La photo date de 1897. Donc les enfants sont nés de 75 à 96 et vous avez là les 12 enfants ensemble. Laure Dubois a tenu toute sa vie un journal qui est une des sources importantes pour la vie d'Émile Viriot et dans lequel on trouve des tas de détails, de 1855 à 1913. En 1881, ils vont faire construire leur pavillon d'habitation dans le jardin de la poterie, au niveau de ce qu'on appelle maintenant le 27 boulevard Saint-Jacques. En 1890, ils vont faire surélever la maison de la primitive de la poterie pour donner un immeuble de 5 étages avec des appartements qui vont pouvoir louer à toutes sortes de personnes. Tous les enfants, ils ont aussi une maison de week-end à Meudon, dans le quartier de Bellevue. Et cette maison existe toujours, et ils y allaient facilement parce que c'est encore un peu la campagne, mais moins que maintenant. Tous les enfants ont été scolarisés à Paris, dans diverses écoles chrétiennes. Les Sœurs de Sainte-Marie, avenue d'Orléans ou rue Joseph Barrat, ces écoles existent toujours. Les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, rue Méchin, ça existe aussi. Et les Pères Eudistes, rue Lomont, ça n'existe plus. Les vacances de la famille se passaient toujours à Berck-sur-Mer, où ils ont fait construire un chalet qui s'appelle l'Observatoire, qui existe également toujours. Et ils ont participé aussi à la construction de l'église Notre-Dame de Berck, l'église de la plage, qui a demandé une participation principalement financière pour sa construction. Madame Viriot avait depuis son enfance des amis en Angleterre, à Douvres, et chez lesquels elle était allée elle-même en vacances dans son enfance. Eh bien, la plupart des enfants de la famille Viriot iront passer quelques mois, jusqu'à une année, en Angleterre, chez les demoiselles en question, pour apprendre l'anglais. Et inversement, les enfants anglais vont venir au boulevard Saint-Jacques pour apprendre le français. Ça se faisait déjà. En 1902, le fils Charles, c'était sur l'image précédente celui qui est tout à fait en haut à gauche, ce fils Charles sort de HEC. Et il va se marier en 1908, et entre 1908 et 1910, il prend la direction complète de la poterie Viriot. Ce qui donne à Émile Viriot le temps de se promener
Et il va partir faire de longues pérégrinations dans le quartier, en particulier dans la rue Saint-Jacques, parce que c'est l'endroit qu'il aime. Et il va acquérir une connaissance très détaillée de tous les recoins de cette rue et de tous les environs, connaissance qui va lui servir à faire ce livre. La rue Saint-Jacques a beaucoup évolué depuis son enfance. Sur la photo de gauche, vous avez la rue Saint-Jacques prise en enfilade à partir du boulevard Saint-Germain vers le sud. La rue que vous voyez démarrer à gauche, c'est la rue du Sommerard. Bien, à cet endroit où vous voyez passer maintenant 3 voitures de front, et avec deux lignes de stationnement des deux côtés, c'est là où il y a l'hôtel aussi qui est sur la droite, eh bien, vous n'aviez qu'un passage pour une voiture, et encore c'était difficile, les piétons devaient s'écarter pour laisser passer la voiture. Et la rue Saint-Jacques était comme ça sur la plus grande partie de son parcours. Donc elle a énormément changé. Pratiquement tout ce qui est à gauche de la photo a été plus ou moins préservé. On devine sur le côté les balcons de la maison Mariette, par exemple, qui existe toujours, qui était une des plus belles maisons du quartier. Mais tout ce qui est sur la droite a été entièrement détruit, et c'est en retrait par rapport à ces immeubles-là qu'ont été construits des immeubles haussmanniens ou des immeubles comme la Sorbonne, un petit peu plus haut. Donc un changement considérable entre 1850-1860 et 1900-1910, tout au long de la vie de Viriot. En 1899, Émile Viriot se plaint beaucoup parce qu'on a détruit, on a coupé l'orme des sourds-muets. C'est la photo de droite. C'était un arbre remarquable. Le 5e arrondissement a la chance d'avoir le robinier de Saint-Julien-le-Pauvre et également le cèdre du Liban au Jardin des Plantes. Mais l'orme des sourds-muets, c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel. Cet arbre avait 50 mètres de haut. Les premières branches sortaient du tronc à 27 mètres de hauteur. Il y avait 6 mètres de circonférence à son pied. Pour un orme, c'est un record. Il était visible pratiquement de tout Paris, parce qu'en plus, les sourds-muets sont situés à côté de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, très, très haut sur la colline, et par conséquent, de tous les quartiers de Paris, on arrivait à apercevoir cet arbre, qui était donc un arbre célèbre et très important pour le paysage. Sa destruction, ça a arraché le cœur d'Émile Viriot. Visiblement, c'était un drame. Il avait rencontré Adolphe Lesprit, à la montagne Sainte-Geneviève. Adolphe Lesprit écrivait des articles partout, et il a raconté en particulier l'histoire de l'orme des sourds-muets. Et avec Adolphe Lesprit, ils ont suivi de façon régulière les conférences qui étaient données dans une société qui précédait la montagne Sainte-Geneviève, qui s'appelait les Amis de Paris. Et ces visites conférences l'ont emmené à l'Observatoire, par exemple, en 1913, avec M. Auger de Lassus comme conférencier, à l'Institution des Sourds-Muets, justement, avec les professeurs et les directeurs de l'école pour présenter l'école. Ce livre va faire revivre justement ce quartier, et ça va être extrêmement important. En bibliothèque, il a consulté et photographié tous les anciens plans de Paris qu'il a pu trouver. À l'époque, on ne les trouvait pas sur Internet. Et à cette époque-là, il photographiait, et vous avez à gauche un morceau du plan de Gomboust qui est le bas du quartier latin, avec au milieu la rue Saint-Jacques, de gauche à droite. Tout à fait à gauche, vous avez le Petit Châtelet, et la rue Saint-Jacques remonte jusqu'au-delà de la rue des Écoles actuelle. Et en bas, vous avez la rue de la Harpe qui remplace l'actuel boulevard Saint-Michel. Dans cette image, il fait remarquer un grand nombre d'églises. Vous avez tout en haut les grands carmes. Vous avez à côté Saint-Yves, au coin de la rue des Noyers et de la rue Saint-Jacques. C'est le boulevard Saint-Germain maintenant, c'est détruit Saint-Yves. Saint-Jean-de-Latran, la rue Saint-Jean-de-Latran actuelle. Les Mathurins Saint-Jacques, où il reste une arche dans la rue de Cluny. L'église Saint-André-des-Arts, qui est remplacée par la place Saint-André-des-Arts. Les Cordeliers,
l'église des Cordeliers, qui est actuellement la place devant la faculté de médecine. Donc toutes ces églises ont disparu. Mais pour nous faire revivre, vous trouverez dans le bouquin d'Émile Viriot des dessins anciens ou des photographies, non, plutôt des photographies de gravure. Et là, je vous ai donné comme exemple, en haut à droite, une image de l'église Saint-Jean-de-Latran. La commanderie de Saint-Jean-de-Latran, l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, se trouvait donc entre la rue Thénard, la rue du Sommerard, la rue des Écoles. Et là, vous avez en enfilade ce qui est devenu maintenant la rue Thénard, et au fond, pour vous repérer, le Collège de France, qui existait déjà. Et voilà cette église qui a totalement disparu d'ailleurs, ainsi qu'une très belle tour gothique qui se trouvait à côté et qui était une perte sur le plan monumental. Il y a aussi des églises qui ont survécu quand même dans le quartier, comme Saint-Julien-de-Pauvre, bien sûr, dont il va parler, comme Saint-Jean de Beauvais et comme Saint-Séverin. Je vous donne ici deux images que Viriot nous donne de Saint-Séverin. Une image assez caractéristique avec des voitures qui donne un peu l'ambiance des environs de l'église à l'époque. Mais l'église n'a pas tellement changé. Elle est à peu près comme ça maintenant. C'est les environs qui ont changé. Au sud de l'église Saint-Séverin, vous voyez tout à fait à droite, il y avait un grand mur qui cachait un cloître qui a servi longtemps de cimetière. Et ce cloître cimetière devait être exhumé assez souvent, de sorte qu'on en sortait des tonnes d'os qu'on empilait dans les galeries du dit cloître, et qui était devenu donc le charnier de Saint-Séverin, les charniers de Saint-Séverin. Ce cloître débouchait à l'époque par un petit passage sur la rue de la Parcheminerie, à un endroit où on a construit le presbytère de Saint-Séverin maintenant. Donc ce petit passage n'existe plus. Par contre, il existe un autre passage qui donne de ce cloître sur la rue Saint-Jacques, mais ce passage-là n'existait pas. Eh bien, dans le petit passage qui donnait sur la rue de la Parcheminerie, il y avait cette inscription gravée sur le mur: « Passant, penses-tu passer par ce passage, ou pensant, j'ai passé. Si tu n'y penses pas, passant, tu n'es pas sage. Car en n'y pensant pas, tu te verras passer. » Pour la porte d'un cimetière, vous avouerez que c'est tout à fait indiqué. La description des couvents de religieuses tient une part importante dans l'ouvrage d'Émile Viriot. Ceci tient à plusieurs raisons. D'abord, il y a énormément de couvents dans ce quartier, et encore plus à son époque que maintenant. Certains tronçons de la rue Saint-Jacques ou des rues comme la rue Lomont actuelle, rue des Postes à l'époque, étaient entièrement bordés de couvents de religieux et de religieuses, des deux côtés et sur des centaines de mètres, avec des jardins, des chapelles et tout ça. Donc il est normal qu'il en parle beaucoup. D'autre part, Émile Viriot est un catholique pratiquant. Il a de nombreuses relations dans sa paroisse, Saint-Pierre-de-Montrouge, et au-delà, avec tout le clergé des environs, en tout cas de la rive gauche. Ça lui ouvre bien des portes, même derrière les clôtures religieuses les plus fermées. Enfin, ses enfants ont été élevés dans des écoles religieuses. Alors je vais prendre deux exemples seulement. Et, par exemple, les aînés ont été élevés chez les dames de Saint-Joseph de Cluny. Vous voyez ici une photographie donnée par Émile Viriot de Saint-Joseph de Cluny dans les années 1890-1900. Et une photo que j'ai prise la semaine dernière de Saint-Joseph de Cluny au même endroit. À part la voiture, rien n'a changé ou presque. Vous avez à droite la maison mère des dames de Saint-Joseph de Cluny et l'intérieur de la chapelle. Cette communauté a été fondée à Cluny, en Bourgogne, d'où son nom, par la bienheureuse Anne-Marie Javouet. Anne-Marie Javouet, 1779-1851. Elle a fondé sa congrégation en 1806 pour faire des écoles pour les enfants pauvres. Et en 1814, elle a ouvert sa première école à Paris.
Ensuite, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny se sont spécialisées dans l'enseignement outre-mer et elles sont allées à La Réunion, au Sénégal, à la Martinique, en Guinée, en Guadeloupe et surtout en Guyane française. Et elles ont fait un énorme travail d'enseignement dans tous ces pays-là. Louis-Philippe disait de la supérieure, Madame Javouet, mais c'est un grand homme. En 1849, elle a établi la maison mère de son ordre dans la rue Méchain. Au 21 de la rue Méchain, c'est la maison que vous voyez en bas à droite. Elle y est décédée le 15 juillet 1851 et elle a été béatifiée 100 ans plus tard par Pie XII. D'autres enfants d'Émile Viriot sont allés à une école primaire chez les sœurs de Sainte-Marie et ils ont fait leur première communion à Saint-Pierre-de-Montrouge. En haut, c'est la famille Viriot en 1899, et vous voyez qu'il y a pas mal d'enfants. Et en bas, c'est la communion solennelle à Saint-Pierre-de-Montrouge. Et on parle des sœurs de Sainte-Marie qui ont été fondées en 1843 par mère Méthilde Vénat. Au départ, sœur Méthilde avait fait profession chez les sœurs de Sainte-Marthe. C'est une communauté d'inspiration janséniste qui avait très bien survécu à la suppression de Port-Royal et même à la Révolution. En 1842, Méthilde, après 17 ans de profession, où elle enseignait aux enfants pauvres de la paroisse Saint-Leu sur la rive droite, elle a brusquement quitté les sœurs de Sainte-Marthe parce qu'elles étaient jansénistes à la demande de l'archevêque et elle a fondé les sœurs de Sainte-Marie à la place. Ces sœurs de Sainte-Marie ont continué à faire la classe aux enfants et elles avaient 2 écoles à Paris, 33 avenue d'Orléans dans le 14e ou 8 rue Joseph Barra dans le 6e arrondissement. Émile Viriot était de ceux qui ont participé aux grandes manifestations qui ont eu lieu en 1903 quand les religieuses enseignantes ont été obligées de s'exiler pour continuer leur enseignement dans les maisons de leur ordre à l'étranger. Dans son livre, il évoque la présence dans le quartier qui nous intéresse de 60 ordres ou congrégations de religieux ou de religieuses différents, avec quelquefois plusieurs maisons pour chacun, et avec de nombreuses biographies des pères ou des personnages qui en étaient. Sur le plan Turgot, on voit en face du Val-de-Grâce la rue du Faubourg Saint-Jacques, et cette rue du Faubourg Saint-Jacques, vous y voyez tout à fait à gauche de l'image le Val-de-Grâce avec son dôme, et juste à gauche, là où il y a la Schola Cantorum maintenant, les bénédictins anglais. En face des bénédictins anglais, vous avez un petit passage qui s'enfonce dans un pâté de maison dont l'autre côté est marqué par la rue d'Enfer, qui est la rue Henri Barbus maintenant. Et au milieu de ce petit passage, vous avez une église. Cette église, c'est Notre-Dame-des-Champs. Et vous avez une gravure donnée de l'église Notre-Dame-des-Champs vue du côté de la rue d'Enfer. Cette église était l'église des Carmélites. Et cette église avait été visitée par les Amis de Paris le 1er mars 1814 avec une conférence passionnante par M. Léon Maillard. Et en dessous de cette chapelle, de cette église Notre-Dame-des-Champs, l'ancienne église Notre-Dame-des-Champs, il y avait une chapelle, une crypte, une chapelle souterraine, dans lesquelles seules les religieuses étaient autorisées à descendre pour aller prier. Et cette chapelle souterraine est restée plus tard, vous allez voir dans son histoire, parce que c'est un lieu historique presque fabuleux pour la ville de Paris. Ça plonge dans la légende. La chapelle souterraine des Carmélites était placée sur un lieu où vers l'an 260-270 à peu près, Saint-Denis, avec ses compagnons rustiques et éleutères, sont venus de Rome pour évangéliser les Parisiens. Et comme c'était l'époque des persécutions de Dès et de Valère aussi, ils devaient se cacher. Et la légende dit que dans le cimetière
qui existe vraiment et qui se trouvait à l'emplacement de la rue Pierre-Nicole actuelle, donc à l'emplacement du couvent des Carmélites, vous aviez des lieux souterrains dans lesquels Saint-Denis célébrait la messe pour se cacher des persécutions. Bon, c'est une légende, mais il n'y a pas de document historique qui l'appuie. Ça c'est raconté dans la biographie de Saint-Denis. Une chapelle s'est élevée là à partir du 7e siècle, d'après certains auteurs, dont l'abbé Leboeuf, qui est tout de même quelqu'un d'assez sérieux, mais qui ne cite pas ses sources non plus. Par contre, après, on entre dans le domaine de l'histoire. En 1084, les bénédictins de Marmoutier viennent construire un prieuré à cet endroit et construisent l'église Notre-Dame-des-Champs, l'ancienne église Notre-Dame-des-Champs. En 1220, Saint Réginald, un dominicain venu prêcher la croisade, va mourir à cet endroit, dans ce prieuré. Et il va être enterré dans l'église Notre-Dame-des-Champs. En 1534, Ignace de Loyola vient prier dans cette chapelle avant le vœu de Montmartre et la fondation de la Compagnie de Jésus. En 1602, la bienheureuse Barbe Acari, de concert avec saint François de Sales et avec l'aide de mademoiselle de Longueville, décide de faire venir à Paris un ordre qui n'existait pas encore, les Carmélites. Et mademoiselle de Longueville va racheter le prieuré des Bénédictins, où il n'y avait presque plus de moines, et va installer les Carmélites en 1604 dans cet endroit. Et l'église Notre-Dame-des-Champs va leur servir de chapelle, bien entendu. Et elles vont tout aussitôt fréquenter la chapelle souterraine. En 1675, Madame de la Vallière, répudiée par Louis XIV, entre au Carmel, à cet endroit. En 1691, Madame de Montespan, également disgraciée, va venir faire des retraites nombreuses dans ce Carmel. En 1792, les Carmélites sont chassés de leur couvent. En 1798, l'église Notre-Dame-des-Champs est rasée et les accès à la crypte souterraine sont bouchés. En 1802, les Carmélites rachètent une partie du terrain ancien et refont une petite chapelle et un cloître au-dessus de l'endroit où se trouve la chapelle souterraine. En 1856, elles font procéder à la réouverture de la crypte sous le cloître du nouveau couvent et à sa consécration par Monseigneur Cibourg, l'archevêque de Paris. En 1867 à 1876, on construit une nouvelle église Notre-Dame-des-Champs sur le boulevard du Montparnasse. Et c'est un entrepreneur, M. Eugène Bonté, qui va créer cette nouvelle église. L'architecte étant Ginin. En 1895 et 1896, M. Eugène Bonté est sollicité par les Carmélites pour reconstruire intérieurement la chapelle souterraine, qui va donc être voûtée de neuf et tout. En 1902, nouvelle expropriation des Carmélites. Mademoiselle Lapasset rachète le couvent et tente de préserver la chapelle souterraine. La commission du Vieux Paris est consultée. Un rapport de M. Henri Cordier est très parlant en 1921. Le débat se fait entre une partie de la commission qui dit que, après les travaux de M. Bonté dans cette chapelle souterraine, elle ne présente plus aucun attrait archéologique puisqu'il a tout remanié complètement. Mais par ailleurs, d'autres disent que c'est un lieu historique où il s'est passé tellement de choses intéressantes qu'il n'y a aucune espèce de raison de détruire cette chapelle, autant la laisser comme elle est. Donc la chapelle n'a pas été classée et elle est toujours la propriété des gens qui en ont accès. En 1925, on a construit un garage à la place du couvent. En 1962, on a construit les immeubles du 25 rue Henri Barbus et du 14 bis rue Pierre-Nicole. La crypte ne se visite plus. Vous avez là 3 photos prises dans l'intérieur de cette crypte avec le fond du chœur sur lequel il y a la statue de Notre-Dame-des-Champs, une statue vraisemblablement du XVIIe siècle. Et vous avez la nef
Et sur le côté de cette nef, il y a des niches dans lesquelles il y a des autels, dont un autel que je vous ai représenté en bas à gauche, qui est un autel consacré à Saint Réginald, le dominicain prêcheur qui est mort dans ce couvent. Donc voilà un endroit assez extraordinaire que nous révèle bien Viriot, qui lui l'a visité. Il a visité bien d'autres choses, en dehors des couvents. Il nous donne une photo prise subrepticement dans le fond d'une cour au 17 de la rue des Gobelins et qui représente le château de la Reine Jeanne. Ce château de la Reine Jeanne, vous pourrez aller le voir, il vient d'être restauré, il est tout neuf, il est magnifique et c'est un assez beau moment de promenade d'aller sur les traces de la Bièvre en arrière des Gobelins pour voir ce bâtiment. Le problème, c'est de savoir pourquoi ça s'appelle le château de la Reine Jeanne. De la Reine Blanche, pardon. La Reine Blanche. Le château de la Reine Blanche, parce que peut-être un certain nombre de reines de France se sont appelées Blanche, en particulier Blanche de Castille. Mais tout ça est assez ancien. Et la dernière des reines blanches, la femme de Philippe VI, Blanche de Navarre, est décédée en 1398. Or, ce bâtiment a été créé au moins 100 ans après. Donc ça ne peut pas être juste. Mais par contre, Viriot a un argument intéressant, c'est que la Reine Blanche, après la mort de Philippe VI, est restée veuve pendant près de 50 ans. Et ce veuvage, elle l'a suivi chez les Cordelières, et le couvent des Cordelières se trouvait à 200 mètres de l'emplacement qu'on appelle maintenant le château de la Reine Blanche. Donc il peut y avoir eu ici un bâtiment construit à la demande de cette Reine Blanche, et qui aurait été remplacé plus tard par ce qu'on appelle maintenant le château de la Reine Blanche. Il est allé visiter aussi l'Observatoire de Paris. Et dans l'Observatoire de Paris, ils ont fait des visites détaillées des jardins. On ne rentre plus dans les jardins de l'Observatoire maintenant, c'est très difficile. Et en particulier, ils s'extasient devant cet instrument qu'on appelle le grand coudé, instrument qui se trouve au fond des jardins du côté du boulevard Arago. Et c'est avec ce grand coudé que M. Levy, à l'époque d'Émile Viriot, a dressé la carte de la Lune à partir de Paris. C'est un des rares astres qu'on peut observer correctement depuis Paris. Donc voilà les découvertes que vous pouvez faire. Il y en a bien d'autres dans le livre, ça n'arrête pas. Émile Viriot s'intéresse aussi beaucoup au transport. Je vous ai dit qu'il était intervenu pour faire allonger sa ligne de transport. Et dans le quartier qui l'intéresse, j'ai toujours mis une petite étoile jaune sur l'endroit où il habitait, au 27 boulevard Saint-Jacques en bas. Et la première ligne qui a intéressé le quartier était une ligne d'omnibus créée par Sébastien Baudry, le fondateur des omnibus parisiens, en 1830. Et cette ligne allait de Saint-Sulpice à la Barrière d'Italie. C'est celle qui est représentée en rouge sur ce plan. Lorsqu'il était enfant, pour aller à sa pension à Auteuil, il devait prendre un omnibus rue de la Glacière pour aller changer à la Concorde. Et là, il prenait le chemin de fer américain, le premier tramway de Paris. Chemin de fer américain, c'est-à-dire des rails en nu posés dans la chaussée, avec dessus des voitures avec des roues métalliques qui roulaient sur ces rails, le tout tiré par des chevaux. Ce chemin de fer américain lui permettait d'aller directement de la Concorde jusqu'à Auteuil, et il n'avait plus qu'à monter jusqu'à son école à pied. Il y avait à cette époque une foule de petites compagnies, dans les années 1850, au nom très pittoresque, les Dames Blanches, les Écossaises, les Tricycles, les Favorites, les Béarnaises, les Citadines. Pour le quartier Saint-Jacques, la ligne principale, c'était les Hirondelles, qui sont représentées en bleu sur cette ligne et qui allaient depuis la porte Saint-Jacques jusqu'à la barrière Rochechouart sur la rive droite. Et justement, c'est cette ligne qui est devenue après la ligne J, et des omnibus, et qui avait été raccourci de la barrière Saint-Jacques jusqu'au boulevard de Port-Royal, et que Émile Viriot a fait rallonger pour la ramener à la barrière Saint-Jacques. Il y avait aussi les Montrougiennes. Les Montrougiennes n'allaient pas à Montrouge, elles partaient de Montrouge, la barrière d'Enfer, et elles se rendaient sur la place Dauphine. C'est le parcours qui est marqué en vert sur cette image. Alors vous avez ici un des omnibus à chevaux,
de cette époque, donc de l'année à peu près 1850. Et en dessous, vous avez le tramway U, donc dans les années 1870, à Chevaux, boulevard Saint-Jacques, avec le guichet de stationnement où on achetait les billets. Ce tramway U est à Impérial déjà. Mais à cette époque-là, l'Impérial n'avait, pour les premiers véhicules de ce genre, n'avait pas d'escalier. On montait par une échelle. C'est dire qu'il fallait être jeune pour aller à l'Impérial et que les jeunes en profitaient pour faire un chahut monstre là-haut, ce qui était très mal vu par les gens qui étaient en dessous. Mais enfin, c'était comme ça. Et donc, ça permettait de voyager un peu. Un peu plus tard, sont venus les autobus. Alors, les autobus, c'est en 1906. Vous avez en haut à gauche l'omnibus qui va depuis le square Montholon jusqu'à Montrouge, qui est donc la ligne J en question. Et puis à droite, un autre autobus, cette fois-ci dans Montrouge, au niveau de la rue d'Alésia actuellement. Déjà un peu plus moderne, avec la fameuse plateforme arrière que les plus âgés d'entre nous connaissons bien pour s'y être amusés à sauter en marche. Enfin, en 1906, sur le boulevard Saint-Jacques, on va construire le métro aérien. Et c'est une grosse affaire parce que juste devant la poterie de M. Viriot, on va construire 2 énormes arches en pierre qui sont toujours là et qui vont supporter le métro. Et vous avez en bas à droite le premier métro avec ses wagons en bois qui circulent. C'était la ligne 5 à l'époque. Cette ligne 5 allait, tenez-vous bien, de l'Étoile à la place d'Italie et de la place d'Italie à la gare du Nord. C'était la même ligne sur toute la longueur. Maintenant, c'est la ligne 5 et la ligne 6 qu'on a coupées en 2. Les promenades et les pérégrinations de M. Viriot vont cesser en 1914. Pourquoi ? Parce que Charles Viriot, qui dirigeait la maison pendant ce temps-là, le jeune Charles Viriot, est mobilisé comme lieutenant au 315e régiment d'infanterie et qu'il va être tué et disparu le 25 septembre 1915 à Aubérive, par la Marne. Sa veuve, qui est toute jeune, se retrouve avec la poterie et elle fait appel tout de suite à son beau-père pour reprendre la direction de la maison parce qu'il faut bien vivre et donc il faut faire fonctionner la poterie. C'est à peu près à cette époque-là qu'on nous donne une photographie de la maison des Viriot, qui est sur la partie gauche, le 27 actuellement du boulevard Saint-Jacques, et immédiatement derrière l'immeuble de 5 étages qu'ils ont fait construire par-dessus la porte cochère de l'ancienne poterie. La poterie va donc recommencer à fonctionner et avec difficulté parce que Émile Viriot laisse entendre qu'il est très difficile de se procurer du charbon pour faire marcher des fours alors que les gens n'ont pas de charbon pour se chauffer chez eux. Donc cuire des pots de fleurs c'est bien mais c'est difficile. Donc il est rationné en charbon, il est obligé de diminuer sa production et ça ne marche pas du tout. Mais ça lui donne quand même un petit peu de temps libre. Il va donc continuer ses pérégrinations et il va continuer à visiter le quartier Saint-Jacques. Ce qui fait qu'en 1929, il nous sortira enfin le livre que vous avez là-bas sur la table pour le regarder si vous voulez. Paris, de la Seine à la cité universitaire, le quartier Saint-Jacques et les quartiers voisins, leur transformation à travers les siècles. C'est un livre de 621 pages. Avec 127 illustrations qui sont des photos, des gravures et également 47 plans. Alors, on sent que ce livre a été terminé assez brutalement, parce qu'il y a des immeubles dont on raconte l'histoire jusqu'à 1929, puis brusquement ça s'arrête, on a l'impression que l'auteur a été interrompu dans son travail. C'est assez vivant, à ce point de vue-là. Ça se lit comme un guide. Les chapitres sont des quartiers qui sont limités par les enceintes successives de la ville, l'enceinte de Philippe Auguste, l'enceinte des fermiers généraux, l'enceinte des fortifications, etc. Et ensuite, coupé également par la rue Saint-Jacques, c'est l'est de la rue Saint-Jacques, puis l'ouest de la rue Saint-Jacques, à chaque fois. Donc ça fait des grandes divisions, et à chaque fois, il nous invite à une promenade
dans les rues, immeuble par immeuble, et il nous raconte tout ce qu'il sait sur les immeubles en question. Et c'est absolument passionnant, évidemment, parce que c'est plein de souvenirs, et de souvenirs personnels, ou de souvenirs qu'il a tirés de M. L'Esprit ou d'autres collègues des sociétés historiques. Et donc, ça trouverait une documentation absolument irremplaçable. En 1920, la poterie du boulevard Saint-Jacques s'est arrêtée et a été vendue. Tous les terrains et ateliers, jusqu'à la rue d'Arrault derrière, ont été vendus également. Le rez-de-chaussée du 29 et les ateliers de la poterie sont repris par une verrerie. Le pavillon du 27 et le jardin ont été rasés et on a construit à la place, en prenant même aussi la maison qui faisait le coin au 25 rue boulevard Saint-Jacques, pour construire l'Institut Alfred Fournier. C'est un dispensaire qui a été créé pour lutter contre le mal vénérien, on disait à l'époque, les maladies sexuellement transmissibles, on dit maintenant. Et un auteur qui a raconté la vie d'Émile Viriot, j'ai oublié de vous parler de lui, en effet, il a paru en 1980, un article dans la revue du 14e arrondissement, signé Gilbert Perrois, l'ancien maire du 14e arrondissement, sur Émile Viriot et la poterie Viriot. Et là-dedans, on trouve un certain nombre de renseignements qui ont été tirés d'ailleurs d'interviews que Gilbert Perrois était allé prendre dans la famille de M. Viriot. Donc, la fondation de cet institut Alfred Fournier, pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, il trouve ça très drôle parce que la maison qui faisait le coin entre la rue d'Arrault et le boulevard Saint-Jacques, qui avait été rasée à l'occasion, était une maison qu'on appelait à l'époque une maison de tolérance. Et évidemment, pour un institut contre les maladies sexuellement transmissibles, c'était un endroit à rêver. Émile Viriot s'est retiré dans une maison à Bourg-la-Reine, au 11 bis rue de la Madeleine. Il y avait un grand jardin plein de fleurs. Il faut dire qu'il avait beaucoup d'amis horticulteurs, évidemment, qui lui avaient fait beaucoup de cadeaux de plantes diverses. Les récoltes étaient absolument énormes et il y recevait toute sa famille. Quand il a eu 85 ans, il avait donc 12 enfants, mais il avait aussi 48 petits-enfants et déjà 13 arrière-petits-enfants. Son épouse, Laure Dubois, est décédée à Bourg-la-Reine le 24 juin 1933 à 77 ans. Il est resté seul avec une de ses filles qui s'occupait de lui, mais il est tombé malade. Il a été hospitalisé à la clinique Saint-Jean-de-Dieu chez les Frères de la Charité, rue Oudinot, à Paris. Et c'est là qu'il est mort, le 29 avril 1935. Ses obsèques ont eu lieu à Bourg-la-Reine, dans l'église Saint-Gilles. Et l'une de ses petites filles raconte un souvenir de ses obsèques qui l'avait frappée parce qu'elle était très jeune. Les membres de la famille sont tous passés devant le cercueil, comme ça doit se faire, pour faire avec le goupillon et l'eau bénite un signe de croix. Et le monsieur chargé de tenir l'eau bénite à la disposition des gens qui se présentaient répétait tout le temps, en voyant tous les assistants, et l'église était pleine, qui venaient à lui. Il disait « les messieurs de la famille seulement ». Et tout le monde lui répétait « oui, les messieurs de la famille, ben, on est ». Et toute la nef a défilé, ce n'était que la famille, c'est dire. Son corps repose au cimetière de Montrouge, dans le caveau familial. Et pour conclure, la vie de ce patriarche chrétien, qui était Émile Viriot, de cet historien aussi de nos quartiers, je pense qu'il faudrait reprendre les deux vers qui ont été gravés dans le temps jadis dans l'église des Célestins sur son ancêtre Viriot-Copperet, à travers les calamités diverses. Pensez à la guerre de 70-71. À travers les massacres des guerres, pensez à celle de 14-18 où il a perdu son fils, puis un neveu, puis etc. À travers les flammes
qui ont brûlé le visage de son père, entraînant sa mort. Nous marchons vers le repos annoncé par le Christ. Je vous remercie de votre attention.